Est-ce que tu es bloqué ou est-ce que ce n'est pas ton chemin? Et si tu es bloqué, comment te libérer de ce qui t'empêche de manifester les désirs de ton cœur? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des origines des blocages dans votre vie. Si vous avez le sentiment d'être bloqué et que vous ne parvenez pas à manifester vos désirs, peut-être que cette vidéo va vous donner quelques clés, quelques solutions pour débloquer tout ça. La semaine dernière, je vous ai partagé mes 3 meilleurs conseils pour manifester ce que vous désiriez. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets le lien ici en haut et puis tu trouveras aussi dans la barre de description de cette vidéo. J'expliquais comment manifester les désirs du cœur et aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière. Donc, je vais t'y partager des raisons de blocage et puis aussi, tu vas découvrir qu'il y a des non-blocages. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne manifeste pas, mais sur lesquelles on peut avoir la main. Petite parenthèse, j'espère que la lumière sera suffisante et qu'elle sera bonne pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il y a des orages aujourd'hui. Donc, on va voir déjà aussi s'il n'y a pas trop de bruit parasite, mais je vais faire de mon mieux. Et on va commencer la vidéo d'aujourd'hui avec 3 raisons de blocage que je vais vous expliciter. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai aussi comment s'en libérer. Et la première origine de blocage, c'est le perfectionnisme. Oui, parce qu'ici, perfection peut être égale à jamais. Si on attend que tout soit parfait, que tout soit réuni et parfait tel que c'est, si on attend d'être sûr que tout va bien fonctionner comme sur des roulettes, grandes seront les chances qu'on ne démarrera jamais. Et ce besoin de certitude que tout va bien fonctionner, que tout va bien réussir, c'est un besoin qui peut être ancré dans l'une de ces 3 blessures, soit la blessure de rejet, soit la blessure d'invisibilité, soit la blessure de désillusion. Et on va décortiquer les 3 cas. Si c'est la blessure de rejet qui est à l'origine de notre besoin de perfection, c'est parce que derrière ça, il y a une peur du rejet. Donc pour éviter d'être rejeté, on va vouloir que tout soit parfait, comme ça on va toujours être et se sentir en sécurité. Ça, c'est quand le besoin de certitude est ancré dans une blessure de rejet. Mais si le besoin de certitude est ancré dans une blessure d'invisibilité, à ce moment-là, ça va être ancré plutôt dans une peur d'être critiqué, dans une peur qu'on nous reproche des choses, parce que cette blessure d'invisibilité, elle est toujours dans cette dynamique d'anticiper les préférences de l'autre, les désirs de l'autre. Donc, elle déteste quand on lui reproche des choses, elle déteste quand on la critique. Donc, si c'est la blessure d'invisibilité qui est à l'origine de ce besoin de certitude, c'est ancré dans cette peur d'être critiqué. Et si le besoin de certitude est ancré dans une blessure de désillusion, celle-ci va plutôt raconter l'histoire ou la peur d'être déçu. La blessure de désillusion déteste les déceptions. Et pour éviter d'être déçu, elle va probablement vouloir être sûre de tout. Ce besoin de certitude est à l'origine de ce désir de perfection. Donc en fait, selon la blessure, et quelle que soit la blessure qui est en jeu ici, la dynamique qui se joue, c'est le même résultat. En fait, c'est ce besoin de perfection, donc c'est ce perfectionnisme qui est à l'origine d'un blocage dans un projet de cœur. On parlera des solutions plus tard, mais pour l'heure, voyons la deuxième origine de blocage qui est une loyauté invisible. Ici, il va y avoir un tiraillement entre le désir du cœur, le désir d'avancer, le désir d'y aller, le désir de manifester, et de l'autre côté, cette loyauté, c'est-à-dire peut-être une culpabilité d'abandonner ou de trahir les personnes importantes de notre vie. Et ça serait ancré dans une blessure d'abandon. Mais ça peut être aussi la peur de blesser les autres, de blesser les personnes importantes de notre vie. Ça va être plus une blessure d'invisibilité, mais ça peut être aussi ancré dans une peur de manquer un devoir qui, elle, est ancrée dans une blessure de désillusion. Mais le problème, c'est que cette loyauté n'est pas toujours connue, elle n'est pas toujours consciente, elle n'est pas toujours visible. Parfois, c'est une loyauté à l'égard d'un ancêtre, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère qui a vécu quelque chose de fort, quelque chose de difficile, quelque chose d'émotionnellement très difficile à digérer. Et donc, en fait, on va porter la mémoire du choc émotionnel de notre ancêtre, que ce soit une grand-mère, un arrière-grand-père, etc. On a un lien sans le savoir, sans le voir,
Et on porte cette mémoire de choc qui nous paralyse à chaque fois qu'on a envie d'avancer. Et de tous les blocages, c'est peut-être celui-ci qui est le plus difficile à conscientiser. Et peut-être qu'avec ce blocage-là, on va avoir besoin de quelqu'un qui va nous aider à aller regarder au bon endroit. En revanche, si la loyauté est claire à vos yeux, eh ben, tant mieux. Vous allez pouvoir vous en libérer beaucoup plus facilement. Alors, comment est-ce qu'une loyauté peut être claire et visible? Bon, je vais prendre quelques exemples, mais ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Mais par exemple, ça peut être une personne qui a le même prénom que nous. Comme si, par exemple, l'un de nos parents nous a donné le nom d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, d'une tante, avec une histoire particulière. Là, il y a beaucoup plus de chances qu'on porte la mémoire de choc émotionnel de cet ancêtre-là. Mais ça peut être aussi un héritage qu'on a reçu parce qu'on est premier, deuxième ou troisième. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur la place dans la fratrie qui explique comment, selon notre rang dans la fratrie, on hérite de la lignée maternelle ou paternelle ou bien on hérite des couples, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais pareil vous la mettre ici et dans la barre de description. Vous allez pouvoir comprendre que des fois, on hérite des mémoires émotionnelles de nos ancêtres juste par le fait de notre place dans la fratrie. Et puis la troisième raison de blocage, ça peut être une expérience qu'on a vécue, une expérience qui a gardé des traces en nous, comme si on avait vécu des chocs émotionnels et ces mémoires de chocs émotionnels étaient restées coincées dans notre système, dans notre corps énergétique, comme si c'était une masse, un bloc de granit qui est là, coincé dans notre corps énergétique. Donc, si c'est le cas, oui, il peut y avoir des blocages à cause de ça. Et à ce sujet, il y a une histoire que j'adore raconter, c'est celle du bus et de la dame au parapluie. Donc, imaginons que vous soyez dans une ville, dans un bus, et que là, il y a une dame avec un manteau vert et un parapluie qui monte dans le bus, qui s'avance vers vous, direct, sans aucune raison. Elle prend son parapluie, elle vous frappe sur la tête, ça vous fait mal, vous êtes choqué, surprise, surpris. Vous descendez du bus sans rien comprendre ce qui vient de se passer. Voilà, vous gardez cette trace, puis vous vous dites, bon, bah, cette dame, on ne sait pas ce qui lui a pris, elle m'a peut-être prise pour quelqu'un d'autre. Donc, l'histoire passe 5 ans plus tard. Vous êtes dans une autre ville, vous êtes dans un autre bus, et une autre dame qui n'a rien à voir avec la première, sauf qu'elle a un point en commun, c'est qu'elle porte un manteau vert et qu'elle a un parapluie. Et là, vous la voyez arriver et elle vous frappe avec son parapluie. Encore une fois, là, vous êtes sidéré, vous ne comprenez pas du tout, vous allez vite descendre du bus, vous n'allez rien comprendre. Ça, c'était la deuxième expérience similaire, j'ai envie de dire. Et là, 10 ans plus tard, vous êtes dans un autre bus, dans une autre ville. Et là, il y a une dame avec un manteau vert et un parapluie qui monte dans le bus. Qu'est-ce que vous faites? Il y a fort à parier que vous allez détaler, que vous allez descendre du bus aussitôt, immédiatement, sans rien chercher à comprendre. Vous allez juste quitter la situation. Pourquoi cela? Parce que le cerveau a besoin de faire deux expériences similaires pour conclure que c'est toujours vrai. En fait, votre cerveau va conclure que les probabilités sont si fortes que ça ne vaut pas la peine d'essayer de rester. Il vaut mieux partir. Donc imaginez 2 fois seulement, 2 expériences similaires et votre cerveau va tirer la conclusion que c'est toujours vrai. Vous voyez où je veux en venir? Je veux en venir que c'est comme ça qu'on se crée tout un tas de croyances limitantes. Et parce qu'on a vécu 2 situations similaires, et pire encore, quand elles sont illogiques, quand on a vécu 2 situations similaires illogiques, les risques sont tellement élevés que cette piste-là va bloquer. Elle va tout simplement bloquer. On va s'empêcher d'avancer vers une direction s'il y a trop de risques. Et ces croyances limitantes, ça va être des croyances à notre sujet. Je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, je suis trop comme ci, comme ça, ou je ne suis pas assez comme ci, comme ça. Mais ça peut être aussi des croyances limitantes au sujet des autres, comme par exemple les autres sont trop méchants ou les autres ne sont pas fiables, et ainsi de suite. Et puis, il peut y avoir aussi des croyances au sujet de la vie. La vie est dure, la vie est injuste, et ainsi de suite.
Donc, vous voyez un peu des exemples de croyances limitantes qui vont tout simplement nous empêcher d'aller chercher en nous et d'aller accéder à des ressources qui sont déjà là en nous. Donc ici, je vous ai parlé de trois sources de blocage qui sont des vrais blocages, mais il y a aussi des faux blocages et je vais donner quelques exemples dans un instant parce que tout n'est pas blocage. Tout ce qu'on étiquette blocage n'est pas toujours un blocage. Et on va découvrir tout de suite trois des non-blocages possibles. Le premier non-blocage, c'est que non, ce n'est pas un blocage, c'est une redirection. Notre âme a un plan. Et parfois, une porte va se fermer juste pour qu'on tourne la tête et qu'on aille regarder une autre porte ouverte. C'est une redirection de notre âme. C'est pour nous inviter à aller regarder ailleurs. Et souvent, les portes qui se ferment, ce sont des portes qui ne nous appartiennent pas. Si j'ai envie de vivre le même chemin que mon voisin, peut-être que moi, je n'ai pas le même chemin que mon voisin. Et donc, la porte qui est ouverte pour mon voisin, me sera fermé. Donc c'est vraiment très important de se poser la question, est-ce que c'est vraiment mon désir du cœur ou celui de quelqu'un d'autre? Est-ce que je désire vraiment ça ou pas? Et de se poser la question, est-ce que je désire vraiment ça pour moi? De se poser la question tout simplement et d'attendre la réponse. Et très souvent, on va observer qu'une porte qui se ferme, c'est le signe qu'il y a une autre porte, meilleure pour nous, qui s'ouvre. Donc ce n'est pas un blocage, c'est une redirection parce que ton âme a un plan pour toi. Et le deuxième non-blocage, c'est ce n'est pas un blocage, c'est de l'impatience. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que vraiment, la patience, c'est l'un de mes défis. Donc ce n'est pas un blocage, c'est un délai de manifestation. Si vous voulez, quand on met une graine dans la terre, il va falloir attendre que ça pousse. On ne peut pas mettre la graine dans la terre et s'attendre que ça pousse tout de suite. Il y a un délai de manifestation qui est parfaitement naturel, c'est le temps de pousse. Et c'est là où on a besoin de rester connecté à cette foi, croire en le fait que c'est en chemin, croire en le fait que ça nous est destiné, parce que de toutes les manières, si c'est un désir du cœur, c'est que l'âme l'a prévu, cette manifestation, sur l'une de vos lignes de vie possibles. Donc c'est d'avoir la foi et de garder la foi. C'est un petit peu comme si on était dans l'avion qui nous emmenait à Rio. Donc on n'est pas encore à Rio, mais quand on est dans l'avion, on a la foi, on a la certitude qu'on va arriver, que ce n'est juste qu'une question de temps, que c'est une question de durée de voyage. Donc on a la conviction absolue que quelque part, on est déjà à Rio, ou en tous les cas, on est déjà sur la ligne de vie où Rio existe. Et c'est un petit peu ça le délai de manifestation. C'est un petit peu comme le vol jusqu'à Rio. Donc on sait qu'on va y être, on n'y est pas encore, mais on sait qu'on est sur cette ligne de vie-là au final. Et c'est là qu'on a besoin de faire preuve de patience. Donc c'est important d'avoir la conscience de ce délai de matérialisation. Et d'ailleurs, dans la vidéo sur l'intention, j'ai expliqué en fait qu'on avait besoin de répétition et que la répétition était vraiment la clé de l'accomplissement. C'est de continuer à arroser la graine, à arroser la terre dans laquelle on a planté la graine avec la foi absolue que ça va pousser. Et c'est aussi l'idée du livre de Seth Godin qui s'appelle Le Deep et que je recommande fortement, où il explique qu'il y a vraiment une traversée du désert, c'est-à-dire entre le moment où on démarre un projet et le moment où on commence à voir les résultats, il va y avoir un délai qui va être assez décourageant parce que c'est quand même un petit peu comme une traversée de désert, mais que c'est là qu'il faut tenir bon, qu'il faut patienter, qu'il faut persévérer avec la foi absolue que ce rêve va se manifester. Et le troisième non-blocage, et celui-là, il n'est pas très populaire, mais en fait, c'est si tu veux recevoir, il faut s'investir et investir. Avec l'idée de la réciprocité énergétique, c'est-à-dire que, je vais le dire d'une manière très basique, rien n'est gratuit. Donc la question que je t'invite à te poser ici, c'est est-ce que tu es prête, est-ce que tu es prêt à payer le prix de ton rêve? Il n'y a pas de formule magique, de baguette magique pour manifester, ou du moins, je ne connais pas la recette. Je pense véritablement qu'il y a un engagement énergétique, que ce soit du temps, de l'énergie, des efforts, de l'argent. Il y a toujours quelque chose qu'on donne, qu'on met, qu'on investit
pour pouvoir ensuite recevoir. Et d'ailleurs, souvent dans les histoires sur la manifestation, on va entendre la fin de l'histoire, mais on n'entend jamais tout le voyage. On entend juste le début et la fin, comme par exemple l'histoire de Jim Carrey qui, un jour, s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars, montant qu'il a reçu réellement quelque temps plus tard. Donc ce qu'on garde, c'est un peu la magie du... Il a écrit un chèque en son nom de 10 millions de dollars. Quelque temps plus tard, il a reçu 10 millions de dollars. Mais il n'y a pas de magie réellement derrière. C'est pas le chèque qui est magique. C'est l'intention qu'a posée Jim Carrey à ce moment-là, ce côté non négociable, c'est-à-dire je vais obtenir le résultat et je suis prêt à tout faire pour obtenir ce résultat. Bien sûr, quand je dis prêt à tout faire, on s'entend. On reste dans un cadre moral et éthique, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on ne raconte pas ou qu'on raconte trop peu, c'est toutes les galères par lesquelles est passé Jim Carrey, toutes ces journées où il était en mode survie, tout ce qu'il a vécu comme expérience, sa patience, sa détermination. Mais en fait, au-delà de tout, c'était son intention qui était non négociable, c'est-à-dire qu'il était prêt à payer le prix de son rêve. C'est ça que j'aimerais qu'on rajoute à cette histoire de chèque de 10 millions de dollars de Jim Carrey. Donc ça passe par se donner les moyens de vivre ce rêve. Mais si on s'attend que ce soit l'extérieur qui nous offre ce rêve, que ce soit gagner au loto par exemple, ou bien quelqu'un de généreux dans notre entourage qui va nous faire plein de cadeaux et nous permettre de vivre ce qu'on désire, c'est OK, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il ne s'agit pas là de manifestations conscientes qui impliquent une forme de souveraineté de sa vie, mais c'est plutôt un espoir et qui est basé à 100% sur l'extérieur, donc à l'extérieur de notre propre pouvoir. Donc ici, c'est à nous de voir. Si on se sent bloqué et qu'on a envie de reprendre les commandes de notre vie, on a besoin d'être autonome sur la manifestation de notre désir. Être autonome ne signifie pas ne pas être aidé. On peut bien évidemment être aidé. Et la plus grande aide, elle vient de cette force, plus grande que tout, ça c'est clair. Il y a les rencontres, il y a les hasards, il y a les livres, les textes sur lesquels on tombe, les vidéos sur lesquelles on tombe. On a beaucoup d'aides possibles, mais nous sommes au volant de notre vie. Nous sommes souverains, souveraines de notre vie. Et c'est ça pour moi la manifestation consciente. On ne compte pas sur les autres pour y arriver. En revanche, on peut recevoir toute aide avec gratitude, à condition d'être consciente, conscient que c'est à nous de manifester notre désir le plus grand et pas aux autres. Comment débloquer ça? Comment libérer ces nœuds énergétiques? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que ce qu'on voit ne peut plus avoir d'emprise pour nous. Ce qui est vu ne peut plus avoir aucune emprise sur nous. On reprend le contrôle de notre vie à partir du moment où on voit l'origine. Par exemple, si je vois la loyauté, bah, elle devient visible. Et à ce moment-là, je vais pouvoir en conscience m'en libérer. Si je vois une peur d'être déçu, une peur d'être critiqué, une peur d'être rejeté, je la vois. Je vais pouvoir prendre soin de ce besoin de certitude d'une manière différente, d'une manière plus alignée, d'une manière plus consciente. Et si je vois une mémoire de choc émotionnel douloureuse de mon passé, je vais pouvoir aussi en prendre soin. En prendre soin, ce n'est pas forcément quelque chose d'immédiat, genre la baguette magique. Des fois, ça peut prendre un certain temps. Et c'est là que je te propose la deuxième étape pour le déblocage, c'est de te faire aider, de te faire accompagner. Tu peux y arriver seul. Il n'y a pas de souci, surtout si tu as des outils. Si toi-même tu es coach et que tu as des outils, tu vas pouvoir t'en libérer. Mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide et beaucoup plus en douceur aussi quand on se fait accompagner. Mais libre à toi, tu peux le faire par toi-même et tu peux aussi te faire accompagner et te faire aider. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de poser ton intention et de passer à l'action, comme j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Une fois qu'on a vu le nœud énergétique, une fois qu'on l'a libéré, qu'on l'a défait, qu'on a débloqué la situation, on va pouvoir poser une intention, poser le cap et passer à l'action. La métaphore que j'aime utiliser, c'est celle de l'élastique, c'est-à-dire que quand on commence à se mettre en mouvement dans une direction désirée, il va y avoir un élastique qui va tirer et qui va nous empêcher d'avancer plus loin. Ces élastiques-là, ce sont les mécanismes des blessures. Et c'est sur ça que j'aime agir, sur ces élastiques-là. Et d'ailleurs, ma méthode de libération des blessures, elle s'appuie sur ça, c'est-à-dire
qu'on va commencer à se diriger dans une direction donnée, désirée. On va commencer à avancer au début parce que l'élastique ne va pas tirer, il y a du mou, mais à un certain moment, il va y avoir l'élastique qui va se mettre à tirer. Et c'est là, c'est exactement à ce moment-là qu'on va pouvoir le dégommer. Et quand on dégomme élastique, après on devient inarrêtable. C'est vraiment ça le but de ma méthode de libération des blessures. Et d'ailleurs, je vais probablement faire une vidéo à ce sujet, je ne sais pas, peut-être la prochaine ou plus tard, au sujet de ma méthode de libération des blessures et de cette métaphore des élastiques à dégommer. Et pour ne pas rater la vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à regarder cette vidéo en attendant une vidéo qu'a sélectionnée YouTube tout spécialement pour toi. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Je t'embrasse bien fort. Belle journée ou belle soirée où que tu sois sur la planète et je te dis à très bientôt. Bye.